Bonjour chers agoraciens, chères agoraciennes. Aujourd'hui, une émission spéciale avec une invitée de marque, et non des moindres, que je vais vous présenter dans quelques instants. Vous êtes bien sur la chaîne Agora TV, la seule et l'unique. Il n'y a pas d'autre chaîne Agora TV, c'est toujours nous qui animons. Donc si vous avez une autre personne qui se présente en disant Agora TV, c'est pas nous. Alors, sachez une chose, chers agoraciens et chères agoraciennes, ne croyez pas ce que l'on vous dit directement. Allez vérifier tout ce que l'on vous dit. Alors, je ne vais pas plus longtemps parler de moi. Je vais laisser la parole à mon invité de marque qui aujourd'hui est un soleil dans notre studio. Wow. J'ai nommé Chloé. Merci, bonjour Chloé. Rafi. Bonjour Rafi, bonjour à tout le monde. Quel honneur tu me fais. C'est pour moi. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, vraiment, puisqu'on se connaît depuis un moment. Oui. On avait co-organisé la chaîne humaine du 31 août 2019. Et là, tu me vieillis, là. Ah, ça fait 2 ans déjà. 3, pratiquement. On est en 2021. On était dans la première année, c'était... C'était en 2019. Oui, elle a plus de mémoire que moi. Non, pas forcément, mais ça, je m'en rappelle parce que c'était quand même une sacrée aventure. Une belle aventure avec Francis Lalanne. C'est là qu'on l'a rencontré pour la première fois. Et on dénonçait à l'époque les violences policières faites sur les Gilets jaunes et on soutenait le droit de manifester qui était de plus en plus bafoué en France et maintenant on le voit un petit peu aussi en Suisse. Et alors j'aimerais défaire le mythe qui a été propagé par les médias qui nous diffament depuis 1 an et demi. Même si je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut vraiment l'officialiser une fois pour toutes. Je n'ai pas fondé cette chaîne. Ouais, j'allais y venir justement. Il faut savoir que Agora TV, il n'y a pas des millions de personnes. Beaucoup se revendiquent. Mais non, Chloé, tu n'es pas la fondatrice. J'aurais bien voulu peut-être, mais ça n'est pas le cas. J'avais ma chaîne YouTube jusqu'au 6 mars, qui m'a été censurée par YouTube. Donc, mais j'ai participé à certaines interviews et également au teaser, au lancement de la chaîne, puisque vous m'avez contacté. Mais non, je ne l'ai pas fondée, je ne l'ai pas présidée, je ne l'ai pas organisée. On a présenté Agora TV, tu étais là évidemment. Et voilà, il n'y avait pas de souci avec ça, quoi. Et c'est les gens qui ont imaginé des choses, extrapolé comme d'habitude, hein, on extrapole beaucoup. Extrapolé, transformé, modifié, transformé, complètement transmuté. Par exemple, Serge Michel a cru que j'étais la fondatrice et il a lancé une investigation, une enquête avec une infiltration, rappelle-toi, avec Sami Zaïbi l'année dernière, pendant l'été. Et j'aurais dû écouter mon intuition, puisqu'à ce moment-là, il s'était présenté comme un journaliste déçu des mainstream qui voulait m'aider, et il citait la chaîne Agora TV en boucle. Il ne semblait pas connaître mes canaux, ni ma chaîne Facebook, ni ma chaîne Twitter, ni ma chaîne YouTube. Et à ce moment-là, j'aurais dû tilter, mais comme souvent, je fais confiance. Je donne sa chance au produit, comme dirait l'autre, et je m'en suis mordu les doigts. Ensuite, s'en est suivi une espèce d'histoire, de film scénarisé dont j'étais l'une des héroïnes, où on nous faisait passer pour des dangereuses personnes, des personnes antidémocratiques, antiscientifiques, complotistes. Je crois que le terme a été écrit 57 fois dans la saga de ID News au cœur de la complosphère de l'année dernière. Et le mythe a été créé, a été amplifié, a été déformé à ce moment-là. Depuis, ils ne nous laissent pas tranquilles puisque, comme tu l'as vu, ils ont fait la saison 2. Tout à fait. La saison 2. On y va, le 2e épisode de la saison 2. Avec son lot de calomnies et de scénarios. Moi, il me prête le rôle de quelqu'un qui se victimiserait face à un acharnement imaginaire. Mais quand on regarde 64 articles depuis 1 an et demi, parmi ceux que j'ai pu répertorier, parce qu'il y en a plein d'autres, des sobriquets comme complotistes, extrême droite, dangereuses, antidémocratiques, antiscientifiques, criminels, terroristes, j'en oublie, sulfureuses, avec en parallèle l'État qui essaye de me sanctionner pour des faits qu'il n'arrive pas à identifier, puisque même moi je ne sais pas de quoi je suis accusée depuis 1 an et demi, avec 2 entretiens de service, un blâme,
une enquête administrative maintenant, avec suspension de mon poste. Si ça, c'est pas de l'acharnement, je sais pas comment l'appeler. Pourquoi un tel acharnement? Pourquoi toi? Alors, c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Je me pose la question et je suppose que ce que j'expose au grand public, à savoir les accords entre la Confédération suisse et Gavi, par exemple, l'alliance vaccinale fondée par la Fondation Gates, le contenu des lois, des différentes lois qui sont passées dans notre dos par le Conseil fédéral et le Parlement, comme la loi sur les épidémies, la loi Covid-19, la loi prétendument antiterroriste, et tant d'autres. Quand je détaille le contenu de ces lois, eh bien, peut-être que les médias qui sont manifestement à la solde du pouvoir cherchent à me diaboliser, à me discréditer pour que les gens n'écoutent pas ce que j'ai à dire. Alors que, je le rappelle, tout ce que je donne comme information est dûment sourcé et vérifiable sur les sites officiels, notamment de la Confédération, de l'OMS, de Gavi, du Forum économique mondial, de l'ONU. Je regarde aussi les différents discours des décideurs politiques, des personnes d'influence, que je retranscris le plus fidèlement possible, comme quand je parle d'Alain Berset qui nous dit le 26 novembre que la vaccination ne sera pas obligatoire en Suisse, mais que la question pourrait se poser en cas de résistance importante. Alors on verra ce qui va être décidé. Quand Didier Pittet dit en juillet que les masques ne sont pas forcément utiles, puis en août qu'il est important de respecter le masque, qu'ils sont efficaces, et puis que de nouveau, en novembre, à ce moment-là, la question reste ouverte sur les masques, eh bien moi, je me contente de le retranscrire, de le publier, de le relayer. De le relayer, oui. Et peut-être que ça ne plaît pas à ces décideurs qui veulent avoir une image lisse, une image de personnes responsables, qui sont cohérentes et qui sont efficaces dans leur démarche de protection, de prétendue protection des citoyens. Quand je rappelle que nos autorités ne parlent à aucun moment de traitement, ne parlent que de la vaccination, et ce depuis le premier jour, puisque un mois après la déclaration de pandémie de l'OMS, donc le 11 mars 2020, donc un mois plus tard, Alain Berset nous disait que sans vaccination, il n'y aurait pas de fin de virus, le virus ne serait pas vaincu. Eh bien, on peut se poser la question de la finalité de toute cette folie autour d'un virus qui, je le rappelle, tue 0,03% de la population. Je rappelle aussi que le taux de mortalité, ça se compte par année et pas sur 2 ans. C'est-à-dire qu'à chaque année, on remet les compteurs à zéro. Ce que tu viens de dire, ce que tu as dit jusqu'à présent, et tout ce que tu as relayé jusqu'à maintenant est vérifiable. Tout à fait. Et je mets justement mes sources dans le descriptif. Et très souvent, la liste des sources dépasse l'espace qui est disponible. Donc, je le complète dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir sous les vidéos que je publie maintenant sur Odyssey, Rumble et Crowdbunker, puisque YouTube m'a censuré. Également sur Facebook. Mais Facebook m'a puni pour 7 jours, à cause d'une fable de la cigale et de la fourmi, d'ailleurs, qui était un petit peu revisitée, mise au goût du jour avec la vaccination. La cigale qui s'est fait vacciner. Jean de La Fontaine serait-il complotiste ? Alors, à ce moment-là, c'est plus Jean de La Fontaine, c'était Jean de la Quarantaine qui a signé ce texte. Merveilleux. Oui. Donc voilà, le quolibet de complotiste, par exemple, c'est un terme qui revient très souvent, malgré que nous l'ayons maintes et maintes fois réfuté, puisqu'en fait, il suffit de vérifier toutes les infos qu'on donne, que ce soit vous sur Agora TV ou moi sur mes différents canaux, pour voir qu'il n'y a rien de complotiste. Tout est écrit, tout est énoncé. Rien n'est caché, donc il n'y a même pas de complot. Tu nous parles de différents canaux, j'en profite. Où est-ce qu'on peut te trouver ? Vous avez la chaîne Odyssey, avec un seul S, Rumble. Vous avez Crowdbunker, ça c'est tout nouveau. C'est toutes des chaînes indépendantes. Vous avez Twitter, ça fait très long, ça fait depuis 2014, ça veut dire très longtemps, oui, ça fait 7 ans. Facebook, quand il me laisse publier, donc quand il me bloque pas l'accès pour quelques jours. Je sais que vous en savez quelque chose aussi sur Agora TV. Récemment, VK, Instagram. Je crois que j'ai fait le tour. Je n'ai pas de fil Telegram, en tout cas pas encore, puisque je n'ai pas le temps de m'en occuper. Je n'ai pas d'équipe autour de moi pour s'occuper du suivi et des publications. J'ai l'aide de Gérard Scheller qui m'aide à faire parfois les vidéos et à les monter. Mais je n'ai pas d'équipe avec des caméras, des monteurs professionnels, de la technique. Vous l'avez vu d'ailleurs, mes vidéos, elles sont plutôt artisanales.
Mais l'essentiel pour moi, c'est de garder le naturel, garder l'authenticité. On n'est pas au spectacle. On n'est pas là pour dire abonnez-vous à ma chaîne. Moi, c'est quelque chose que je n'exerce pas comme façon de faire. Je pense que j'ai des infos à donner et que les personnes intéressées les regarderont, les étudieront, les vérifieront. Mais que je ne suis pas là pour faire le buzz, je ne suis pas là pour être une star. Et malgré moi, et en partie à cause d'ID News, mais pas que, tous les autres médias qui m'ont copieusement calomnié durant 1 an et demi, depuis 1 an et demi, ont contribué à me faire connaître. Et ce n'était pas du tout le but original, puisque ça fait maintenant 9 ans que je milite, que je publie des informations de façon plutôt discrète, en tout cas sans me mettre spécialement en avant. Et c'est vrai que c'est cette vidéo sur Gavi que j'avais faite le 13 avril 2020 qui a été publiée par un ami à moi au moment où j'avais fermé ma chaîne Facebook, qui a été vue un certain nombre de fois et qui a contribué aussi à faire connaître les informations que je diffusais. Donc voilà, on est parti dans une espèce de spirale, et puis la situation étant telle qu'on la connaît, de répression, de violation des droits fondamentaux, des droits constitutionnels, en Suisse, en France, dans tous les pays du monde. La stratégie de la peur, la fin de l'égalité des droits, avec une ségrégation entre vaccinés et non vaccinés, passe sanitaire, non passe sanitaire. Tout ça, c'est des choses qu'on doit dénoncer. Et ce sont des choses qui divisent, en fait, qui divisent la population, qui nous divisent dans les familles, dans les cercles d'amis, au travail. Certains, je rappelle que les soignants ne peuvent pas exercer sans être vaccinés en France et qu'ils doivent absolument avoir un pass sanitaire, donc le certificat Covid en Suisse. C'est le cas dans de nombreux pays dans le monde, mais essentiellement dans les pays du Nord, les pays européens, les pays occidentaux. Parce que dans les pays du Sud, qui ont déjà été opprimés depuis de nombreuses décennies, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus hermétiques aux injonctions contradictoires et infondées de leurs autorités. Donc la propagande vaccinale ne fonctionne beaucoup moins bien dans les pays du Sud. Il y a à peine 5% de la population des pays que l'OMS appelle à bas revenus, qui sont injectés, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de vaccin dans le cas qui nous occupe. Je rappelle que ce qui nous présente comme un vaccin est une injection génique avec de l'ARN messager, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la médecine auparavant. Et même en termes d'expérimentation avec l'ARN messager, je crois qu'il y a 70 essais qui ont été faits. Tous se sont arrêtés à la phase 1. C'est en tout cas Alexandra Orion-Code qui le dit. Et ici, nous sommes à la phase 3 de cette expérimentation prétendument vaccinale. Les autorisations de mise sur le marché parlent de la fin de l'expérimentation au plus tôt en 2022 pour Moderna, 2023 pour Pfizer et Johnson & Johnson, et 2024 pour AstraZeneca. Donc on a décidé, en tout cas j'ai décidé de ne pas être cobaye pour ces labos pharmaceutiques qui ont montré l'étendue de leur malversation, puisqu'ils ont tous été condamnés à plusieurs millions, voire milliards pour Pfizer et pour AstraZeneca et pour Johnson & Johnson, dollars de sanctions pour tromperie, pour mise sur le marché de médicaments de façon frauduleuse, pour violation des règles de sécurité, etc. On parle dans le passé. On parle dans le passé. Donc, que peut-on attendre de ces labos qui ont menti, qui ont tué aussi, quant à un vaccin expérimental qui n'a même pas passé la phase de test? Oui, on est en phase 3, c'est ça? Phase 3. Tout à fait. C'est quand même incroyable. J'adore. Je suis avec Chloé, moi, elle me met vraiment, j'adore l'écouter. Tout à l'heure, en off, elle me disait, je sais pas, et tout, c'est très impressionné. Elle est à l'aise, je suis content d'être à côté J'ai d'elle. toujours l'impression, avant de faire une interview, que je risque ma vie, que je repars à zéro, en fait, et puis que je vais oublier de dire quelque chose, ou que je vais bafouiller, ou que je vais me tromper dans un chiffre.
J'ai toujours le trac, en fait, ouais. Et c'est vrai qu'on se connaît très bien, Chloé et moi, et Gérard, que tu as cité tout à l'heure. D'ailleurs, Ouais. Gérard, si tu nous regardes, on te fait un gros coucou, je t'embrasse très fort. Et d'ailleurs, je profite, puisqu'on parle de Gérard, pour aussi dire que Gérard n'est pas fondateur d'Agora TV. Non plus. Non plus, puisque Non. récemment, on a vu sur un média qui s'appelle Conspiracy Watch, si je ne me trompe Ah, mais pas, parlons de comme conspiration. quoi Gérard Scheller est le fondateur d'Agora TV. Ils ont essayé avec moi, ça n'a pas marché, donc ils sont C'est- passés au suivant. Oui, oui, oui. J'apprends moi-même des gens qui sont pas. Non, mais en fait, on apprend des parties de notre vie, Mm. en tout cas de ce qui croit être notre vie, à travers ces médias qui nous inventent en fait des vies. Mhm, Moi, ils ont dit que j'étais donc fondatrice d'Agora TV, que j'étais proche de la mouvance traditionnaliste catholique, mhm. alors que je suis athée. Que je publiais sur Profession Gendarme, alors que je n'ai jamais rien publié sur ce site. Je crois que j'y suis même jamais allée. Que j'avais organisé toutes les manifs. Non, ça, c'est pas Conspiracy Watch, c'est la CICAD qui dit ça, que j'avais organisé les manifs anti-masques à Genève. J'en ai organisé aucune. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ont dit Par encore? contre, je profite, on n'a jamais parlé d'anti-masque. Oui, ça, c'est aussi un terme qu'ils ont créé de toutes pièces. Mhm, Nous, on parle de liberté, on parle de retour des droits fondamentaux, pardon. On parle de la fin de la division, de la ségrégation. D'ailleurs, on le voit. Ici, c'est l'affiche de la manifestation de Genève du 13 novembre. Et quel est le titre? Oui à la vie, non à la loi du 28 novembre. Non à la loi Covid le 28 novembre, pardon. Est-ce que vous voyez à un endroit la mention de anti-masque, anti-pass, anti-vax? Non. Non, non. Ce n'est pas la communication qui est donnée par les organisateurs. Au contraire, nous, on est là pour la vie, pour les droits fondamentaux, pour une humanité qui se respecte et qui puisse vivre en bonne intelligence avec toute sa diversité, toutes ses différences. mhm. On ne fait pas de ségrégation, on accepte tout le monde, y compris les gens qui se sont fait injecter, qui parfois le regrettent, on en connaît. Et on est là surtout pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse revivre en paix, en harmonie, dans un monde juste qui respecte tout le monde, qui ne laisse personne sur le côté, et qui, en tout cas, respecte la Constitution fédérale, ce qui est quand même la moindre des choses. Mhm. Alors ça, c'est assez curieux. Je reprends tout ce que tu as dit, anti-masque, anti-machin, anti-ceci, anti-cela, anti-truc. On a tout essayé contre nous. Par contre, on nous a jamais classé, je vais peut-être je vais dériver un peu, on nous a jamais classé anti-con. Parce que Ah, c'est vrai. ça n'a jamais été publié. Et pourtant, c'est peut-être un petit peu notre fleur de lance aussi de dénoncer ce qui se passe un petit peu partout, à droite et à gauche. En tant que complotiste qu'on nous catalogue comme cela, Mhm. c'est peut-être aussi une façon de changer le mot et de nous appeler anti-con. C'est vrai Pourquoi qu'à pas? part ça, le mot con peut être interprété de différentes manières. Et c'est vrai qu'on est tous le con de quelqu'un, puisque c'est un terme qui est plutôt subjectif et relatif. Mais effectivement, on a vu tellement d'incohérences, de paradoxes, de masques interdits puis obligatoires, de pass sanitaires exclus. On nous promettait en France qu'il n'y en aurait jamais, Macron le premier, et il devient obligatoire à partir du mois de juillet. On nous parle d'un test qui n'est pas là pour tester des virus, mais bien des portions d'ADN. C'est le créateur du test qui le disait, Karim Ulysse. Des masques qui n'ont jamais prouvé leur efficacité, et c'est pas faute de l'avoir demandé aux autorités de nous fournir les preuves que cet objet qui nous empêche de nous voir ait la moindre efficacité contre un virus. C'est dommage que j'ai pas une boîte de masques avec moi, sinon on l'aurait bien montré. C'est écrit sur la boîte elle-même que ça ne protège pas des virus, etc. Sur de nombreuses boîtes, y Oui. compris celle de mon ostéopathe, je lui avais fait remarquer qu'effectivement, c'était noté que ces masques ne protégeaient pas contre les virus. C'est incroyable. On nous dit que nous sommes des anti-masques, etc., qu'on milite contre ça, et qu'on dit qu'il ne sert à rien, etc. Effectivement, puisque c'est écrit sur les boîtes, on n'invente rien. C'est pas nous qui construisons ces masques et qui faisons les emballages. Non. On ne fait que relater, comme je vous ai dit en début d'émission. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, vérifiez par vous-même. Ouais, C'est marqué sur les boîtes, qu'est-ce que j'y peux, moi? c'est tout simple. C'est simple, c'est un truc de fou. En parlant des incohérences et des paradoxes, je reviens juste un petit peu sur Conspiracy Watch qui m'a réservé 15 pages
d'inventions, de vie imaginaire, où j'ai relevé 13 mensonges ou amalgames. Je les détaille dans une de mes vidéos. Mais c'est assez rigolo, en fait. Moi, j'essaye de le prendre comme un sketch, comme un film. Mais on vit un film. Et je trouve que justement, il est très inspirant, ce film. Moi, je pense que les humoristes devraient s'en inspirer plus et en faire des parodies, puisque tout est matière à rigoler. Les décideurs politiques qui nous disent qu'il faut mettre des masques et respecter les gestes barrières et les distanciations sociales sont les premiers à faire la fête. Lors d'un barbecue avec Mauro Poggia en juin de 2020, Uli Maurer pour son anniversaire de 70 ans le 1er décembre 2020. On a vu Macron aussi au G7 avec tous ses comparses s'embrasser à pleine main, à plein bras, sans aucune gêne. On a même vu Ruffin dans l'hémicycle se faire réprimander parce qu'il avait son masque en dessous du nez. Et il s'est excusé de ne pas avoir mis son masque correctement et qu'il avait oublié qu'il n'était pas à l'Élysée parce que là-bas, il n'y en a pas besoin. Il l'a dit, vérifiez, cherchez, vous allez le trouver. C'est pas moi qui l'invente. Cherchez, vous trouverez. On a des anecdotes à foison. C'est ça. Et après, alors, pardon. On nous reproche de mettre le doigt sur ces détails. En fait, ce qu'on nous reproche, c'est de montrer ces choses-là. Voilà, on dit tout haut ce que les gens ne voient pas, quoi. Alors, dans le meilleur des cas, les vidéos sont retrouvables, mais dans le pire des cas, elles sont censurées, elles sont ôtées de la toile. Et effectivement, si on les garde, si on les enregistre et qu'on les republie, là, on est traité de complotiste. Tout à fait. On a vu des sketchs qui sont un petit peu moins drôles avec Christian Dubé, le ministre de la Santé au Québec, par exemple, qui disait qu'il avait hâte de vaxer les personnes vulnérables, qu'il avait hâte de les éliminer. Et ça, c'est des lapsus révélateurs. Pourquoi le mot « éliminer » arrive dans cette phrase ? Ouais. Si ce n'est parce qu'il y a pensé à ce moment-là. C'est son inconscient qui... On ne sait pas. Qui c'est révèle, comme quand Macron parlait de la fin de l'état de droit, alors qu'il désignait l'état d'urgence en 2017. Dingue, hein, lapsus révélatoire. C'est marrant, ces petits lapsus. Eh oui. On ne vous dit pas tout. Cherchez, regardez, ouvrez les yeux, écoutez. En fait, si, ils nous disent tout. Oui. Il faut juste être attentif. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles, décortiquez, cherchez à comprendre. C'est pas simplement écouter les choses comme on vous les balance linéairement et on les prend comme ça en pleine poire et puis on fait avec. Non. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière les lignes. Souvent, on apprend des choses par rapport à tous les bêtises qu'on peut entendre. Parce que forcément, la télévision, c'est... entre autres, le plus gros virus qu'on puisse connaître sur cette planète. On est d'accord, hein ? Propagateur de la peur au minimum et... l'anxiogénité. Virus très contagieux. Les médias qu'on connaît sont dans ce registre-là, anxiogènes, faire peur aux gens, terroriser anxiogènes, les gens. mais ils nous traitent, nous, de fomenteurs de haine et de peur. En fait, c'est un monde inversé où les accusations sont inversées aussi. Donc, ils nous calomnient avec ce qu'ils font eux-mêmes. Comme sur ID News, où une plainte a été déposée, je crois, contre l'un des résistants suisses, François. Oui, François de Cimental. Qu'il accusait de diffamer certaines personnes qui travaillent pour ID News. Alors, que dire des diffamations qu'on a subies depuis plus d'1 an avec eux ? Ils ont l'air de s'offusquer d'être cités par François. C'est quand même fort de café. Hein. Qui relève justement les malversations, contrairement à eux qui se contentent d'inventer des scénarios sur notre compte. Mais ils s'en offusquent. Peut-être pourraient-ils penser que ce qu'ils font, eux, en dérogeant totalement à la charte de Munich et à la déclaration et des droits et devoirs du journaliste, ou de la journaliste, eh bien, ça peut avoir des conséquences. Des conséquences sur notre santé psychologique, physique, mais aussi sur nos carrières, sur notre travail. Je sais que ID News est à la source, en partie, de ce qui m'arrive avec le DIP, département de l'instruction publique. On est d'accord. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à l'adversité qu'on a en face de nous. Toi, tu es professeur, donc tu es dans l'enseignement et tu
connais beaucoup de choses, évidemment, du fait de ton métier. Et si je me trompe, tu me le diras. Mais par exemple, si on va dans le secteur de la physique, Ouais. au niveau des vecteurs, Ouais. il y a toujours une opposition au niveau des vecteurs. Quand on pousse vers le bas, ça doit être repoussé vers le haut. C'est l'histoire des forces. Exactement. Ouais. Et quand on voit ce qui se passe avec les autres médias, et ID News que tu as cité, ça ne va que dans un sens. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de débat, pas de contradiction, pas de remise en question, pas de rectification. Parce que je rappelle que l'un des articles de la Déclaration des droits et devoirs du journaliste, c'est de rectifier les erreurs quand elles sont signalées et de chercher la vérité. Alors j'ai dû me battre pour pouvoir faire publier à ID News un rectificatif avec les principales erreurs. Serge Michel m'a imposé un format de 5000 caractères, j'en avais prévu 10 000. Donc j'ai dû réduire la voilure et faire l'impasse sur certains aspects des mensonges, puisque eux se permettent de nous calomnier sur 66 pages dans 13 articles en 2020, mais nous, on n'a qu'une seule page pour répondre. Donc de nouveau, le deux poids, deux mesures, la disproportion entre l'attaque et la défense. Et puis quand on se défend, c'est nous qui sommes accusés de calomnie. C'est quand même fort de café. C'est fort de café et c'est même risible parce que quand on écoute leurs arguments, eux se disent être dans la légitimité de leur exercice, dans le consensuel. C'est incroyable. Nous, on ne peut pas. Donc eux ont le droit de mentir, ouais. d'affirmer des choses sans sourcer et sans rectifier. Mais nous, quand on pointe du doigt les calomnies dont nous sommes l'objet, on devient des diffamateurs. C'est incroyable. C'est assez intéressant comme vision de l'information et de la vérité, puisque je rappelle que les journalistes sont là pour transmettre les infos et pas pour donner des avis partiaux sur ce qu'ils considèrent être juste ou pas. Le journaliste, tu parlais de vecteur tout à l'heure, le journaliste est un vecteur. N'est pas forcément un éditorialiste, n'est pas forcément un penseur, un intellectuel, un philosophe qui donne son point de vue. C'est très bien ce que tu me dis là, et justement, je profite pour expliquer quelque chose à nouveau par rapport à Agora. Oh. Nous ne sommes pas là pour vous donner une opinion. Je n'ai pas d'opinion, moi, propre à vous donner. Par rapport à Chloé, elle a ses propres opinions, j'ai les propres à moi. Je ne suis pas non plus en train de la soutenir pour aller dans le sens de Chloé. Je la laisse libre de s'exprimer et de dire tout ce qu'elle a envie, parce que c'est son avis à elle. Je peux être d'accord avec elle, comme je ne peux ne pas l'être, mais il ne m'appartient pas, devant vous, de donner cette opinion. Parce que chacun est libre de penser ce qu'il a envie de penser. Comme vous, vous avez la liberté d'avoir votre propre opinion. Nous, Agora TV, nous ne sommes pas là pour donner une opinion. Nous sommes là uniquement pour vous transmettre un message. Personnes comme Chloé, comme François de Sibenthal et comme bien d'autres. Je donne un peu mon opinion, mais je donne surtout des faits. Il faut bien vraiment différencier, et c'est ça qui est gênant dans la plupart des articles qui sont faits sur nous, c'est que ces messieurs-dames qui se prétendent journalistes font l'amalgame entre les faits et les opinions. Tout à fait. Ils nous prêtent des intentions, mais ils ne relayent jamais le fond de ce qu'on dénonce ou de ce qu'on donne comme information. Et de la même façon, quand tu dis que tu n'es pas forcément d'accord avec moi, et c'est tout à fait normal puisqu'on est des êtres humains à part entière, on est tous différents, et de la même façon, si on est ensemble, ça ne veut pas dire qu'on pense la même chose, n'est-ce pas ? Quand je suis assimilée à Dieudonné parce que j'ai fait une vidéo avec lui, ça ne veut pas dire que tout ce que pense Dieudonné, je le pense également. Ça ne se transmet pas de façon contagieuse. Mais je m'attelle en tout cas à être le plus factuel possible. Et mes opinions, c'est autre chose. Alors je les laisse parfois transparaître, mais ce n'est pas l'essentiel du contenu de mes vidéos ou de mes publications. D'ailleurs, vous remarquerez, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, VK et autres, je donne le texte de l'article, je donne la référence de l'article, je donne la date et je mets éventuellement une capture d'écran de l'article en question, mais je donne très peu d'avis sur l'article. Je pense que les personnes qui regardent sont à même de se faire leur propre opinion, et parfois un texte sans commentaire est bien plus fort et puissant qu'un texte qui est orienté. Évidemment. Et c'est pour ça que je voulais justement préciser un tout petit détail, et pour revenir sur toi et ID News, ce média qui... Financé par des fondations privées, dont la Fondation Linard. Je leur fais un petit peu de pub au passage, voilà. qui est une fondation liée au labo pharmaceutique. Mais moi, ce que je voulais simplement mettre en lumière par rapport à ID News,
qui au départ cherchaient à savoir qui étaient les fondateurs d'Agora TV, pensaient que c'était toi et ont essayé de rentrer en contact avec toi pour justement savoir l'envers du décor. Il est là, le décor. Hein, Il est là. Il est là, c'est le décor d'Agora, qui est à l'intérieur, qui ne l'est pas, etc. Et nous, on n'a jamais été contactés hein, par rapport à ça. Non. Malgré qu'il l'ait dit. Mais oui. Ils ont dit, par exemple, qu'ils avaient essayé de me contacter pour m'interviewer. Je n'ai jamais reçu le moindre message de leur part. Et je leur ai demandé de me fournir d'ailleurs les preuves de cette tentative de prise de contact. Ben, je les ai toujours pas reçues plus d'un an après. Ils ont aussi dit qu'ils ont reçu des menaces de mort par des gens du mouvement complotiste. Pareil, je leur ai demandé de nous envoyer des preuves de ce qu'ils avançaient. Jamais rien reçu. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est cet acharnement donc, à vouloir aller vers toi, Chloé, en pensant à Agora, allez savoir. Mais ce qui est extraordinaire et regrettable, et allez, j'ai pas peur des mots, je vais le dire dégueulasse, de la part de leur part, c'est cet acharnement dans ta propre vie privée, dans ton être, dans ta chair. Dans mes voyages aussi, Dans tes voyages. dans mon métier. Par exemple, tout récemment, j'ai été à Bruxelles faire une conférence sur la Suisse, le Covid-19 et les organisations internationales lors du sommet citoyen européen. Et avant que je sois rentrée, un article avait déjà été publié sur ID News en prétendant que j'étais au bord des larmes. Oui, j'ai vu ça, oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre ? Ils m'ont prêté des intentions, ils m'ont construit un personnage, alors qu'au contraire, j'étais plutôt sereine et joyeuse, et même rigole. J'ai bien rigolé, en tout cas, les gens ont rigolé. Mais c'est ton quotidien, Parce que on je te connaît disais, comme ça. Et j'adore, parce que je pense que la joie est l'un des antidotes. Hein. Cultiver la joie, la fête, c'est important Bah oui. dans notre monde où on essaye de nous faire peur. Et donc, cet article est sorti à tel point que je soupçonne quelqu'un d'avoir été sur place, délégué par ID News, qui manifestement a les moyens de faire des filatures pour aller voir une conférence. J'espère qu'ils ont appris des choses. Je pourrais leur donner le PowerPoint si ça les intéresse. Non, parce que dans l'absolu, quand on regarde bien leur position par rapport à toi, on ne parle pas des informations que tu donnes, les discours que tu fais Non. et les déplacements. Non, c'est toi, ta personne, toi, qui physiquement, Ma tenue, mon maquillage, cette magnifique femme que tu Ouais, non, es, c'est gentil. voilà, il s'acharne sur ta personnalité. Mais quand toi. on peut pas détruire le message, on détruit le messager, c'est Mais connu. c'est quand même incroyable cet acharnement Comme d'un le monde. un média qui s'acharne comme ça. Mais le métier de média, c'est pas ça. Alors, on va relire les articles de la déclaration du et de la journaliste. Tiens. D'accord, Hein, c'est Qu'en bienvenu. penses-tu, Rafi ? Mais je t'en prie. Premier article, rechercher la vérité. Deuxième article, défendre la liberté d'information et les droits qu'elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l'indépendance et la dignité de la profession. Troisième article, ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni l'opinion d'autrui. Je pense qu'on est dans le sujet. Donc, ils nous prêtent des intentions sans jamais transmettre nos opinions et ce qu'on a à dire. Ne pas user de méthodes déloyales. Mhm. Les fameuses méthodes déloyales, donc d'infiltration, dont Sami Zaïbi s'est vanté sur tous les canaux officiels, Il l'a reconnu. comme si c'était valeureux de la part d'un journaliste de mentir aux personnes qu'il allait interviewer en ne leur disant surtout pas qu'elles étaient interviewées pour un média qui n'a d'ailleurs jamais décliné, dont il n'a d'ailleurs jamais donné l'identité. C'est Serge Michel qui me l'a appris à la fin des 2 mois d'infiltration que Sami Zaïbi travaillait pour eux et qu'il n'était pas donc indépendant. Il a donc menti pour obtenir des informations et s'infiltrer dans nos cercles ou dans nos groupes. Cinquième article, rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte, ce qui n'a pas été fait du tout. Je regarde si j'ai cité le 6e, mais non. On passe direct au 7e, s'interdire les accusations anonymes et gratuites. Et puis en 8, respecter la dignité humaine. Donc respecter la vie privée des gens, la réputation des gens, l'image des gens, les photos, les noms. Je rappelle que j'ai été citée 57 fois dans les 13 articles de l'année dernière, que 7 photos étaient à mon effigie,
que le mot complotiste a été écrit 112 fois dans ces 8 articles. À aucun moment, je n'ai reçu de demande de publier mon image, mes discours, mon nom, mon identité, puisque je le rappelle à l'époque, ma chaîne YouTube s'appelait Chloé F et non pas Chloé Framery. Donc j'ai été victime de violation de la vie privée, en fait, tout simplement. La sphère privée, ça c'est l'article 13 de la Constitution d'ailleurs, au passage. Je vous invite d'ailleurs à relire ou à lire les articles qui concernent les droits fondamentaux dans la Constitution fédérale. Ça va du 7 au 36. Et j'en ai compté 15 qui ont été violés depuis le début des restrictions, des répressions liées au Covid, depuis 1 an et demi. Alors on est bien d'accord que ce média, c'est un média, qu'on en dise. Oui. C'est un média qui informe aussi sur certains points, Oui. mais qui, par rapport à toi, en fait un cas personnel. On dirait. On dirait, oui. On dirait, parce que Serge Michel, donc le directeur directeur éditorial d'ID News, qui travaillait pour Le Monde, qui a travaillé pour Le Figaro, pour Le Point, et qui, je fais une petite digression, j'en profite, qui a fondé le blog Bondi Blog, qui a été financé par les Open Society Foundations, donc de George Soros. Juste pour le petit contexte. Eh bien, il m'a demandé un entretien après m'avoir calomnié copieusement. Je lui ai encore une fois accordé, enfin cette fois je lui ai accordé puisqu'il m'a contacté directement, pour parler informellement, ce qui s'est transformé en une interview finalement, et qui s'est transformé en un article le 15 octobre, je crois, l'épisode numéro 8 de Au cœur de la complosphère, donc leur saga sur nous. Pendant qu'on se parlait, il m'a dit il faudrait que vous arrêtiez de parler ou vous vous distanciez de Dieudonné. Parce que sinon, il va vous arriver la même chose qu'à lui. Il me l'a dit sur un ton qui pouvait laisser sous-entendre qu'il avait les moyens de construire une calomnie, une diabolisation, une chasse aux sorcières du même ordre, du même type que celle qui a été organisée contre Dieudonné. Est-ce qu'on peut dire qu'il a les moyens ? Je ne peux pas l'assurer, je n'ai pas les preuves, mais je sais qu'il est en lien avec de grands médias, que son blog a été financé par Soros et aussi par le gouvernement français sous Hollande à l'époque. Donc on peut supposer qu'il a un certain nombre de moyens, surtout que ID News maintenant est financé par, comme je l'ai dit avant, un certain nombre de fondations privées et qu'il a été racheté par la fondation Aventinus, comme Le Temps. Tout à fait. Dont François Longchamp est le président. François Longchamp, pour la petite histoire, c'est l'ancien président du canton de Genève, que j'avais pu voir une fois lors des mobilisations de la fonction publique. Je ne m'étalerai pas sur la personne, parce que contrairement à ID News, je ne m'intéresse pas tellement à calomnier les gens, mais plutôt à parler du fond de ce qu'ils font, justement, de leurs actions, et non de leur personne. Je n'interprète pas non plus leurs intentions ou leur nature humaine, mais j'essaye de me cantonner à décrire ce qu'ils ont fait, et en l'occurrence quand ça me concerne et quand c'est dommageable à mon travail, à mon image, à ma réputation et à ma vie. Je rappelle qu'ils ont alerté le DIP dans l'un de leurs articles, dans l'article numéro 8 d'ailleurs, celui dont on parlait à l'instant, en disant qu'ils se demandaient si c'était une bonne idée de garder au sein du fonctionnariat de l'enseignement public quelqu'un qu'ils décrivent, donc moi, comme antidémocratique et anti-scientifique. Or, je rappelle que en termes de démocratie, je défends les droits humains depuis 9 ans, que je me suis impliquée dans le référendum contre l'application de traçage Suisse-Covid l'année dernière, que je participe activement à la récolte des signatures ou à l'information sur les différents référendums, notamment sur la loi Covid-19, avec ses ajouts cachés du 19 mars, sur laquelle on va voter le 28 novembre. Donc en termes de démocratie, je pense respecter le protocole suisse démocratique de consultation du peuple, justement, parce que Demos Kratos, c'est le pouvoir du peuple, je le rappelle, et contrairement à ce que fait le Conseil fédéral en passant des lois sans notre avis, sans nous demander notre avis,
eh bien moi je pense que nous devons nous consulter, donner notre avis, sans fraude et sans propagande, qu'elle soit étatique ou médiatique, pour que chacun puisse se prononcer en son âme et conscience. Bref, antidémocratique et puis antiscientifique, sachant que j'ai un master de mathématiques, 2 ans d'école d'ingénieur, que j'ai fait mon bac scientifique, bac C, mention bien, que j'étais présidente du groupe de mathématiques de 2017 à 2020, avec option commission démarche scientifique. J'animais la commission démarche scientifique lors de ma dernière année en 2020. Que les sciences, c'est plutôt mon domaine, c'est plutôt mon truc. Vérifier les sources, faire des observations, faire des conjectures, vérifier la conjecture, voir si elle s'applique aux autres exemples. Toujours revenir en arrière pour vérifier que les théorèmes, que les conjectures, que les théories ou les thèses sont justes et vérifiables. Bref, c'est vraiment mon approche. Donc, je trouve ça un peu gonflé de la part d'un média qui diffame de façon subjective et qui ne rectifie pas les erreurs, de dire que je serais anti-scientifique. Alors, que dire d'un média qui ne fait pas son métier de média? Parce que nous, Agora TV, on a déjà dénoncé des choses comme ça, s'acharner sur une personne en particulier, ou sur un groupement de personnes. Oui, ils sont ceci, ils sont cela, nanani, nanana. Nous, on a toujours fait en sorte de montrer ce que les gens font, le message qu'ils transmettent, et on s'arrête à ça. Quand on a du contenu, quand on a des choses à dire, quand on a des informations à relayer, on n'a pas le temps de s'occuper des gens. On s'occupe des faits. Et je pense qu'on en a assez en ce moment pour ne pas avoir de préoccupation de savoir ce que fait Serge Michel durant ses temps libres ou ce qu'il mange à son petit déjeuner, Exactement. par exemple. Peu m'importe. Et même Rudi Reichstadt et même Tristan Mendes France qui nous diffament à longueur de Complorama ou de Complosphère et de Conspiracy Watch, on n'a pas le temps de s'occuper d'eux, de nous occuper de ce qu'ils font dans leur vie privée ou même de leurs opinions. Ce qui compte, c'est que les gens sachent ce qui se passe. Notamment, par exemple, parlons un petit peu de l'OMS, de ses recommandations du mois de juillet pour transformer, pour modifier le génome, dont les médias comme ID News n'ont pas parlé, à ma connaissance. Parlons du partenariat, de l'accord 4 qui a été passé en 2020 entre la France et l'OMS pour donner à l'OMS une fonction d'autorité directrice et coordinatrice en termes de santé dans le monde, qui donnerait donc ces directives à tous les pays du monde entier. Parlons du traité. On parle du traité de l'OMS qui va être discuté le 29 novembre jusqu'au 1er décembre de cette année, qui justement peut-être sera signé entre les membres de l'OMS, les 194 membres de l'OMS et l'OMS, pour imposer justement un rôle, pour donner un rôle plus décisionnaire à cet organisme qui est financé, je le rappelle, en majorité par la fondation Gates, via la fondation directement, mais aussi via Gavi, qui est essentiellement détenue par la fondation Gates, par United, par Global Fund, et d'autres organismes qui financent l'OMS. Ils financent plus que l'Allemagne, qui est le premier pays actuellement qui finance l'OMS. Vous pouvez le vérifier sur le site de l'OMS, c'est tout simple. Oui, vérifiez. N'écoutez pas, ne gardez pas pour vous ce qui est dit, cherchez. Non. Et puis je vous mettrai les liens en dessous de cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Je rappelle aussi que donc l'OMS a annoncé qu'elle allait faire une académie pour former des millions d'agents de santé. Vous avez bien entendu, pas de soignants, mais d'agents de santé. Des brigades sanitaires à partir de 2024. Et qui est la directrice exécutive de cette académie? Je te le donne en mille. Agnès Buzyn. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais dans la tête. Ah oui. Agnès Buzyn qui a rendu vénéneux l'hydroxychloroquine le 13 janvier 2020 et qui ensuite est partie à l'OMS, statut diplomatique. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Elle a acquis un statut d'intouchable. Voilà, c'est ça. L'immunité diplomatique. Ouais. Waouh. Ouais, ces gens-là sont dans des rôles qui changent, qui tournent. Comme Christine Lagarde, qui était au FMI, qui passe à la BCE, la Banque Centrale Européenne. Comme
Kristalina Georgieva, qui est maintenant à la Commission européenne, qui a bossé pour la Banque mondiale, comme Barroso, qui est maintenant au comité directeur de Gavi, qui était avant président de la Commission européenne. On a Mario Draghi, qui était à la Banque centrale européenne, qui se retrouve Premier ministre d'Italie. On a Antonio Guterres, qui était Premier ministre au Portugal, qui s'est retrouvé au secrétariat général de l'ONU. Barroso également a été Premier ministre au Portugal. On voit que ces gens-là passent du public au privé en permanence et ont toujours une place au soleil qui leur est réservée, un rôle de décideur. C'est marrant parce que quand je t'entends parler, j'ai l'impression d'entendre des chaises musicales. C'est complètement ça. C'est le jeu des chaises musicales, sauf que dans leur jeu à eux, ils n'enlèvent pas de chaises. Non, ils perdent pas. Ils changent juste de place. C'est ça. On s'assoit là où c'est le mieux, quoi. C'est le plus confortable. Ouais. C'est quand même incroyable. Et nous, on n'a pas cette chance-là de pouvoir s'asseoir où on veut. On n'a pas accès à ces sphères de décision. Non, on n'a pas ça. Et avec nos petits moyens et nos petits médias, ils arrivent encore à trouver des raisons de nous censurer. Comme si nous prenions trop de place alors qu'on est des petits poissons par rapport à ces grosses baleines de la désinformation qui prennent toute la place dans les canaux officiels. Donc pour qu'on soit censuré à ce point, avec le manque de visibilité, le peu finalement d'abonnés par rapport à ce qu'ils ont eux, c'est que les choses qu'on propage et qu'on forcément dérangent une certaine partie de ces gens-là. Comme je vous disais, comme Chloé vous a dit aussi, vérifiez tout ce qu'on vous dit. Et ces gens, je pense, savent que nous sommes dans le vrai. Et ça doit les effrayer quand même. Alors probablement, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi ils s'amuseraient à nous couper les publications, à nous empêcher de les publier ou à couper nos canaux. Attali disait le 5 mai 2000 dans Libération que l'Internet représentait une menace pour ceux qui savent et qui décident. Parce qu'il donne accès au savoir, pas plus uniquement par le cursus hiérarchique. Donc il le dit bien qu'il y a une sorte de hiérarchie de l'information et de la diffusion d'informations, et que si on ne respecte pas cet ordre-là, on devient une menace. Bah oui, c'est ça. Moi je me souviens très bien quand on a rencontré Serge Michel, j'étais avec toi, on s'est vu dans un bar. Et il nous a posé la question, à moi et à mon associé. Ouais. Bah oui, Agora. Associé, forcément, il y a bien quelqu'un qui l'a créé, hein. Mais apparemment, personne n'arrive à trouver qui. Ma foi, ça c'est un petit détail. C'est tout le monde, hein. J'en ai vu du monde passer quand même, hein. Propriétaire d'Agora. On a même eu François de Sibental. Qui n'a pas été traité de fondateur d'Agora TV? Richard Boutry aussi. Richard Boutry aurait fondé Agora TV? Oui. Plein de monde comme ça. Et donc, quand on a rencontré Serge Michel, il m'a posé la question, mais pourquoi vous ne traitez que ces sujets-là? Qu'est-ce qu'ils entendent par ces sujets-là? Les sujets qui sont occultés par les médias officiels? Ce qu'on fait, le travail qu'on fait, quoi, ce que eux ne font pas, justement, c'est là où je vais en venir. Et pourquoi vous ne faites que ça? Vous êtes un chaudron de complotistes et vous alimentez comme ça et créez des comploteurs. Toi, par exemple. On ne les crée pas, ils existent avant nous. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Je ne fais que relayer ce qu'ils ont balancé, quoi. Et moi, j'ai simplement répondu, vous savez, nous, si on fait ce qu'on fait, c'est parce que vous ne le faites pas. Mais c'est ça. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, on n'est pas des complotistes, on est des complétistes. Voilà. Et nous sommes un véritable média et on fait ce que les autres ne font pas, qu'ils ne veulent pas faire. Et moi, je lui ai répondu, pourquoi vous ne le faites pas? Absolument. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Nous, on n'est que dans le consensuel. Intéressant. Ça m'avait échappé ce morceau-là. Tu t'en souviens? Non, justement, je ne me souviens pas de cette partie-là. On est dans le consensuel. Qu'est-ce que le consensuel? Le consensuel, c'est ce qui est décidé par ces personnes-là qu'on citait avant, qui manifestement ne s'intéressent pas à avoir un débat contradictoire et qui ont les vérités absolues, qu'il ne s'agit pas de remettre en cause. Cette histoire de traitement qui n'est pas traitée justement par ces décideurs me reste en travers de la gorge. Je ne comprends pas comment on peut faire l'impasse sur les traitements. Enfin si, je le comprends dans le sens où sans cette absence de traitement, on ne peut pas faire d'autorisation de mise sur le marché pour un vaccin ou une injection expérimentale. Ça fait partie
des critères à observer pour pouvoir mettre sur le marché quelque chose d'expérimental. C'est qu'il n'y ait pas, que le besoin médical ne soit pas satisfait. Donc si on a des traitements, ça casse totalement la démarche de cette vaccination globale et mondiale. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la consensualité, c'est un mot d'ordre. On est sur une ligne et on ne va ni au-dessus ni en dessous. En distribuant ces dépêches à tout un panel de médias qui ne sont dans les mains que de 1 ou 2 ou 3 milliardaires et qui répètent en fait le même texte. Moi, j'ai vu que certains textes, notamment sur la chaîne humaine de l'année dernière, de 2019, pardon, devant l'ONU pour les violences policières, ou certaines... sur le sujet de la manifestation du 9 octobre à Genève, les textes sont des copier-coller. Oui. Tu regardes ça facilement. Tu tapes un morceau de texte dans une dépêche de l'AFP, tu la mets dans le moteur Google et tu verras tout ce qui sort. T'en as une quinzaine. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, voilà. Nous, on est dans la libre pensée, tout simplement. ça crée l'illusion de la diversité avec différents médias qui disent la même chose. Donc, du coup, les gens qui ne se posent pas de questions disent « Ah, mais regardez, ça doit être vrai puisque tout le monde le dit. » Ah oui, puisque tout le monde le dit. Mais tout le monde répète le message du perroquet. Voilà. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors que voilà. Mais il y en a en fait. Et c'est nous, puisque nous sommes des médias alternatifs. C'est ça le problème. C'est des médias, moi je dirais des médias citoyens plus qu'alternatifs. Parce qu'alternatif, ça donne l'idée que c'est un peu bizarre, un peu obscur, sectaire et autres. On est juste des médias citoyens qui ne sont pas financés par autre chose que nous-mêmes, en tout cas en ce qui nous concerne, qui ne sommes pas influencés ni orientés par des agents publicitaires ou par des entreprises qui placent leurs produits, ni par des partis politiques, ni par des banques, ni par un quelconque lobby ou une quelconque pensée. Alors quand tu dis nous, je précise, nous c'est lanceurs d'alerte, et puis nous de notre côté en tant que médias, nous ne sommes également pas financés par quiconque... Vraiment pas, vraiment. C'est l'avantage de ne pas avoir justement de fil à la patte. Exactement, on a personne qui nous... On a une ligne éditoriale, mais c'est notre propre à nous. Comme je vous l'ai expliqué depuis le début, on n'est pas là pour donner une opinion, on est là pour donner la parole, et chacun est libre de faire son opinion. Ça ne nous intéresse pas de se mettre en avant et dire voilà ce qu'on pense, voilà ce qui on est. Vous savez, nous, en tant que médias, on donne la parole à tout le monde. Que ce soit des gens de droite, que ce soit des gens de gauche, de centre, peu importe. Et d'ailleurs, ça ne nous intéresse pas, nous, Agora TV, de quel bord sont les gens, qui sont de droite, de gauche, extrême ou pas, qu'ils soient gays ou pas, peu importe, des extraterrestres, on s'en fout complètement. Nous, on vient voir les gens parce qu'ils ont des choses à dire. Alors il faut faire attention, parce qu'apparemment, tous ces gens-là nous dictent à nous qui on doit recevoir, qui est-ce qu'on doit dire. Ce qu'on doit dire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire, qui on doit aimer, qui on doit détester. Alors je le répète encore une fois, nous n'avons aucun bord politique, aucune connotation religieuse, rien du tout, absolument rien du tout. Nous sommes uniquement un média, point. Ça s'arrête là et ça va pas plus loin que ça. Ouais. Et je déteste ça quand on nous assimile à quiconque. Non mais c'est de nouveau l'histoire de stigmatiser le messager plutôt que le message. Et diaboliser, c'est toujours les mêmes poncifs. Extrême droite, antisémite, d'ailleurs ça sort de je sais pas où. On comprend pas. Non, on comprend pas l'allusion. Enfin moi je la comprends pas. Nazi, dangereux, etc. Extrémiste. Des mots qui font peur, des mots dont on comprend plus vraiment le sens au jour d'aujourd'hui, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que c'est être extrême droite maintenant ? Alors il y a les partis qui se revendiquent de ce bord, mais dans la tyrannie, dans la gradation des transgressions de nos droits fondamentaux, les personnes qui sont au pouvoir ont largement fait leurs preuves. Alors je pense que plutôt que de stigmatiser des partis, stigmatisons peut-être les actions des personnes qui décident actuellement pour notre vie, qui nous empêchent de la vivre sainement. On rappelle que les tentatives de suicide chez les jeunes notamment ont fortement augmenté depuis toutes les mesures gouvernementales prises au prétexte du Covid. À Zurich, à Bâle, on a eu des articles qui ont été écrits sur l'augmentation de leur section d'unité d'urgence avec des tentatives de suicide, y compris des tentatives de suicide réussies, entre guillemets. J'ai des personnes qui s'occupent du 144, le numéro d'urgence en Suisse, qui m'ont parlé de jeunes qui se suicidaient réellement. Autrefois, c'était plutôt des appels au secours. Et aujourd'hui, ce sont des
des mises à mort qui fonctionnent, qui vont au bout. Et c'est désespérant. C'est désespérant de voir les gens qui continuent à croire que toutes ces mesures sont faites pour notre bien. Boris Cyrulnik, je le rappelais à Bordeaux, dit que la pire des violences, c'est la solitude. Qu'ont-ils fait, ces gens qui prétendent vouloir notre santé, en nous empêchant de nous voir, en nous fixant des quotas, des jauges, des nombres de personnes à ne pas dépasser dans les groupes, dans les fêtes, les distances entre les gens, 1,50 m, 2 mètres, l'empêchement d'aller voir notre famille si elle habite de l'autre côté de la frontière, ou simplement dans la ville d'à côté à un certain moment. En Suisse, on a eu de la chance. L'empêchement de se recueillir auprès de nos morts. L'empêchement d'aller aux cérémonies funéraires, oui. Effectivement. L'empêchement d'aller au culte pour les personnes qui sont religieuses. De se voir pour les enfants qui débutent leur vie sociale, qui ont besoin de se rencontrer pour se construire. L'empêchement de l'apprentissage de la parole avec des masques pour les enfants ou pour les adultes qui enseignent à des jeunes. Une telle annulation de nos fonctions humaines de contact, nous qui sommes des êtres sociaux, guidés par des directives de l'OMS qui déclarent une pandémie pour à peu près 4200 morts dans le monde le 11 mars, 4 en Suisse. Il y avait 4 morts le 11 mars en Suisse. Vérifiez. Du Covid-19. Est-ce qu'on déclare ces mesures, est-ce qu'on déclare une pandémie, est-ce qu'on impose à une population de fermer des magasins, de faire faillite à des commerçants, d'empêcher les artistes de se produire, d'empêcher les sportifs d'exercer leur sport, d'empêcher toute vie économique de créer des dettes artificiellement. Et tout ça pourquoi ? Pour nous protéger. Même pas. Tout en, c'est ce qu'ils prétendent, tout en interdisant les traitements, comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, en ne parlant même pas de l'artémisia et des autres traitements naturels comme la vitamine C, vitamine D, zinc et autres, en empêchant certaines opérations d'avoir lieu, cancer ou autres opérations. Des examens. Estimées non urgentes, des examens qui sont importants pour qui auraient pu sauver certaines vies, qui ont été pris trop tard. Qui ont des problèmes de santé, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, empêcher les soignants de soigner sous prétexte de non-passe, est-ce que ça résout la question de la surcharge des hôpitaux qui était annoncée comme le sujet, le critère C'est exactement là où je voulais en venir. De ce certificat Covid et qui en fait a augmenté avec le certificat Covid et cette ségrégation qui est imposée aux soignants, mais pas seulement aux soignants. Est-ce que le fait de fermer des lits d'hôpitaux entre avril 2020 et août 2021... Plus de 20%. Beaucoup plus que ça, presque 50%, puisqu'on était à 1556 lits en avril 2020, on est passé à 828 lits en Suisse. Là, moi, je parle pour la France. Alors moi, je te parle de la Suisse en août. Oui, parce que tu as vu, France aussi. France, pareil. Et ils prétendent que c'est pour ne pas surcharger les hôpitaux qu'ils imposent ces mesures-là. On a su qu'au 25 août, au moment de l'annonce de Berset, d'Alain Berset, de cette extension du certificat Covid, eh bien, les hôpitaux étaient chargés à 3,4% de cas Covid. 3,4%. Donc, c'est rien du tout en comparaison de la totalité des lits, même en ayant réduit les lits de moitié, les lits de soins intensifs de moitié. C'est quand même incroyable. Donc, on nous annonce qu'on doit se restreindre, de voir nos amis, etc., d'avoir un pass sanitaire pour pouvoir se rendre dans divers lieux, etc. Tout ça pour une seule raison unique. C'est pas pour notre sécurité, c'est pour ne pas engorger les hôpitaux, tout simplement. Et à côté de ça, ils en suppriment des lits. À Berne, il y a 2 semaines, plus de 50 000 personnes devant le palais fédéral. On a vu à Fribourg, on a vu tous les jeudis soirs pendant plusieurs mois, depuis que le certificat Covid est imposé, dans les restaurants, dans les spectacles, dans tous les lieux culturels et sportifs. Eh bien, le peuple suisse a compris qu'il s'était fait berner.
Et de la même façon, la loi Covid-19, qui avait été votée sans notre consentement le 25 septembre 2020 entre le Parlement et le Conseil fédéral, et qui, grâce au référendum qui a recueilli plus du double, en tout cas le double de signatures, pour que le peuple suisse puisse se prononcer le 13 juin, rappelez-vous, eh bien cette loi Covid-19, qui est en perpétuelle mutation, puisque c'est une loi d'urgence et le Conseil fédéral se permet de la modifier, eh bien cette loi a été présentée à la population helvétique sous une forme qui n'est pas la forme actuelle de la loi. Notamment, on n'avait pas l'article 6A qui parlait du certificat Covid, on n'avait pas l'article 3 et 3B qui parlait de la préférence pour les vaccinés et du traçage systématique avec le test, traçage, isolement, quarantaine. On n'avait pas l'article 1A qui confère au Conseil fédéral les pleins pouvoirs concernant les restrictions ou les assouplissements économiques et sociaux concernant la pandémie, mais pas que, parce qu'il était bien écrit dans cet article 1A que étaient pris en compte aussi des critères de la vie économique et sociale. On n'avait pas l'article 14D concernant les subventions aux médias télé et radio, qui complète l'article 14, qui parlait déjà de subventionner la presse. Il y avait 41 articles qui n'étaient pas mentionnés dans la version qui nous était présentée le 13 juin, les 41 articles du 19 mars. Et c'est précisément sur ces 41 articles, ces modifications, ces ajouts, que j'appelle les ajouts cachés du 19 mars de la loi Covid-19, qu'on va être amené à se prononcer le 28 novembre, donc dans quelques jours, pour dire stop à la ségrégation, stop à la manipulation et au mensonge, stop à la division de la population, stop au traçage, à cette société de surveillance qui s'engage pour une dizaine d'années, puisque cette loi est valable jusqu'au 31 décembre 2021 pour la plupart de ces articles. Ce que nous dit pas le Conseil fédéral, et ça encore, c'est un acte de tromperie selon moi, c'est que les aides financières qu'il prône comme vraiment l'argument phare de la justification du oui à la loi Covid-19, les aides financières qui ont été ajoutées notamment le 19 mars, il y en a 18, je crois, qui ont été ajoutées le 19 mars, eh bien, il y en a 12 qui sont supprimées de la loi Covid-19 dans la version du 1er janvier 2022. Donc, les aides financières principales, avec les aides aux sportifs, aux associations culturelles, aux indépendants, aux jeunes qui démarrent dans la vie active, aux entreprises qui ont leur siège à Genève, concernant les allocations de perte de gains, etc., etc., etc. Donc cet argument ne tient pas la route puisqu'il serait au mieux valable pendant un mois de la votation du 28 novembre jusqu'à fin décembre. Et puis, mieux encore, la motion 21.3402, en as-tu entendu parler ? C'est une motion qui a été proposée le 19 mars aussi par des parlementaires qui demandaient que les aides financières de la loi Covid-19 soient séparées, soient déplacées dans une loi séparée. Eh bien, cette motion, qui pourrait être intéressante pour le Conseil fédéral qui dit vouloir aider ses citoyens grâce aux aides financières, n'a pas été traitée au Conseil national depuis le 19 mars et a été est proposée d'être rejetée par le Conseil fédéral. Il dit qu'il faut rejeter cette motion. Donc soit il a un problème de schizophrénie à dire quelque chose et son contraire, soit il y a de la tromperie. Ensuite, la liste n'est pas finie. On a appris que la campagne d'affichage à Genève avait été modifiée. Les règles qui parlaient du nombre de semaines avant lesquelles il fallait annoncer qu'on allait mettre des affiches a changé. Il est passé de 7 semaines à 10 semaines durant l'été. Et c'est ainsi que les Amis de la Constitution, qui sont une force politique assez puissante pour s'opposer aux mesures gouvernementales actuelles, restrictives et répressives, eh bien, n'ont pas pu commander, n'ont pas pu organiser leur affichage, puisqu'ils s'y sont pris un petit peu trop tard par rapport à ces nouvelles règles qui sont passées discrètement durant l'été. Donc, pas d'affiche des Amis de la Constitution à Genève à cause de ce changement de règles. Et puis, last but not least, le Conseil fédéral, en tout cas le livret de vote et le bulletin de vote qui a été envoyé aux citoyens suisses, ne mentionnent pas l'argument principal de cette votation, qui est le certificat Covid. Il ne mentionne pas le certificat Covid comme argument contraire à cette loi Covid-19 et à ses ajouts cachés du 19 mars. Donc, en au moins 5 points, les autorités suisses ont usé de
tromperie. Alors, ne nous laissons pas berner, cette fois-ci, le 28 novembre. Berner, avec berne dedans, le jeu de mots s'y prête. Et votons en masse non. Si possible, allons voter dans les locaux de vote le dimanche 28 novembre pour éviter la fraude éventuelle. Et renseignons-nous par nous-mêmes. Ouais. Renseignons-nous par nous-mêmes. Samedi prochain, samedi 13 novembre, on a une nouvelle manifestation. Oui à la vie, non à la loi Covid le 28 novembre. Ce sera 13h30 à la place Neuve cette fois. Et on vous attend nombreux. Alors, c'est de nouveau pas nous qui organisons, mais j'espère que nous serons nombreux. On a également la manifestation la veille, vendredi 12 novembre, à Berne, avec Rainer Fulmich, avec Robert Kennedy, avec Senta de Peut, avec Thomas Binder, avec... j'ai plus la liste complètement en tête, mais on a 7, 8 personnalités. Astrid Zuckelberger, bien sûr. Bagdi. On a Wolfgang Wodark, qui est un parlementaire qui était responsable de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe lors de la pandémie de H1N1 en 2009. Il a d'ailleurs fait état du changement de définition du mot pandémie, qui autrefois désignait une épidémie avec beaucoup de morts et beaucoup de malades, qui maintenant est simplement une épidémie mondiale. On n'a que des pointures qui seront là, donc à Berne, de 13h30 à 16h30, je crois, vendredi 12 novembre. Ça fait bizarre d'entendre ça quand même, hein, des pointures, alors que nos détracteurs nous traitent d'illettrés, etc. Des mots d'oiseaux, des noms d'oiseaux que je ne citerai pas. Ça, je ne vais pas me rabaisser à ça. Probablement, tu sais, on a tendance à voir chez l'autre ce qu'on a en nous. Ouais. Quand moi, je pense que l'humain est bienveillant, fondamentalement, je pense que c'est parce que je ne peux pas le concevoir autrement. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Mais quand eux voient en nous des illettrés, peut-être qu'ils parlent d'eux. Je ne sais pas. Ils comblent des complexes personnels, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les différents experts spécialistes de santé publique, de santé internationale, de génétique, comme Alexandra Orion-Côte par exemple, sont diffamés en prétendant que ces gens-là n'y connaissent rien, alors qu'ils sont bardés de diplômes, qu'ils ont fait leurs preuves depuis des décennies dans leurs domaines respectifs, qu'ils sont des références internationales. Luc Montagnier, Christian Perron, Astrid Zuckelberger, Didier Raoult. Même si on n'a pas compris son revirement avec la vaccination, mais il a quand même parlé des traitements, lui, de l'hydroxychloroquine, entre autres. Bref, ces gens-là qui ne respectent même pas leur propre code, qui est la Charte de Munich, la Déclaration des droits et devoirs du journaliste, prétendent que les personnes qui diffament sont des ignares, sont des gens incompétents, sont des gens qui n'ont aucune valeur. C'est l'inversion accusatoire, comme d'habitude. À nous de nous renseigner, à nous de ne plus gober ces mensonges et ces calomnies. Je pense que tout manipulateur vit aux dépens de celui qui se laisse manipuler, tout menteur vit aux dépens de celui qui croit les mensonges et qui ne tient qu'à nous de reprendre confiance en nous-mêmes et en notre capacité d'analyse et d'arrêter de croire sur parole des menteurs professionnels qui ont par moult exemples montré à quel point ils savent déformer la vérité et salir la réputation des gens sur la base d'inventions et de récits imaginaires. À nous de reprendre notre souveraineté, y compris notre souveraineté mentale, d'analyse et de jugement. Comment on fait pour devenir comme toi et connaître toutes ces choses? Quelle est la recette? Je pense que la première des choses, c'est la curiosité. Moi, Exactement. j'ai une curiosité qui est insatiable. Dès que je ne comprends pas quelque chose ou dès que je ne sais pas quelque chose, j'ai envie de le savoir et j'ai envie de me donner les moyens de le découvrir. Donc, c'est ça qui m'anime et qui me fait... qui m'aide dans mes recherches, c'est ma curiosité. Et la curiosité, malheureusement, on ne peut pas la fabriquer. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et après, les choses viennent toutes seules. Il suffit vraiment de se faire confiance, de relier les points, de noter les choses. Moi, je note pratiquement toutes les choses qui me paraissent intéressantes. Je les récolte et je les stocke
dans différents endroits pour Ah oui, pouvoir si on regarde ta feuille, il y en a les partout, hein. ressortir au moment voulu. Alors là, la feuille, c'est juste Je un sais pas petit si tu peux la résumé. montrer comme ça très rapidement, Un mais il petit y en a vraiment de résumé partout. Hein, de ce que je voulais dire. Alors, j'ai pas dit la moitié, comme d'habitude, c'est-à-dire que je note plein de choses, mais il y a plein d'autres choses qui me viennent. Mais je note tout et je mets dans un coin de ma tête les dates et les mots importants. Puis, à force de les relire ou de les dire, de les donner comme information, ils restent gravés. Et voilà, j'encombre ma mémoire de ce genre de choses plutôt que de calomnies, de ragots, de rumeurs sur les autres. Je ne sais plus qui disait que les petits esprits parlaient des gens et que les grands esprits parlaient des idées. Ce qui m'intéresse, c'est pas les défauts ou les mauvaises actions de certaines personnes, mais c'est plutôt de savoir comment on fait pour reconstruire notre monde, comment on fait pour que toutes les personnes de cette terre puissent avoir accès au même confort, au même droit. Comment on fait pour respecter les lois qui sont les mêmes pour tous? Comment on fait pour se respecter interpersonnellement? Comment on fait pour respecter les différences des autres et ne pas tomber dans le jugement et la haine? Ça, c'est plutôt une quête philosophique et spirituelle, je dirais. Mais il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Chacun a aussi sa richesse, ses talents, ses compétences. Moi, par exemple, c'est la recherche. Toi, ce sera peut-être plus la technique. Je suis absolument pas douée en informatique et je m'énerve assez vite quand ça marche pas. D'autres seront dans la communication. Moi, j'aime bien m'exprimer en manif, par exemple. D'autres seront forts en contact, en connexion entre les personnes. Chacun a ses talents. Et je pense que c'est important qu'on cultive justement ces différences et ces complémentarités. Parce que si on était tous du même bloc et dans le même moule, on s'ennuierait. Déjà, on s'ennuierait et on n'avancerait pas beaucoup. Pour faire une maison, il faut celui qui fait l'électricité, il faut celui qui monte les murs, il faut celui qui fasse les isolations, le chauffage, celui qui décore, celui qui met les meubles. Toutes ces personnes sont importantes. C'est important ce que tu dis. Je rebondis là-dessus et puis on conclura comme ça. Si on avait tous la même idée, si on pensait tous la même chose, ce que se forcent de faire les autres détracteurs comme ID News, on pense tous la même chose, on ne serait pas là. Effectivement. On ne serait pas là. Non. On ne débattrait pas, on serait d'accord sur tout. Voilà. Même eux ne seraient pas là, ça ne servirait à plus rien. Leur rôle serait obsolète du coup. Bah, il faudrait qu'ils se recyclent. Ça ne serait pas intéressant. Ça dépend. Ils pourraient peut-être mettre leur énergie au service des bonnes causes. Oui. Pourquoi pas? Mais le débat est aussi générateur de la pensée. Et je pense qu'on apprend en ayant des échecs, en se trompant, en étant confronté à d'autres pensées, à d'autres analyses. Et que si on est dans le consensus éternellement, on n'apprend rien. On se conforte dans des dogmes qui deviennent des religions, absolument, et on n'avance pas. Donc pour faire avancer la pensée, pour faire avancer l'humain, l'humanité, la connaissance, l'intelligence, je pense que c'est important d'avoir la contradiction. Et il est important de la cultiver. Donc tant qu'on pourra exercer cette contradiction, qu'on pourra faire exister les débats, les différentes opinions, et les vérités qui dérangent, eh bien, je pense que l'être humain n'est pas perdu. Et que l'être humain sera capable de, en toute résilience, construire le monde qu'on veut. Le monde juste, le monde sans lobby, ou en tout cas sans leur influence néfaste. Le monde sans mensonge, ou avec le moins de mensonges possible. Hannah Arendt nous disait cette phrase importante: quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous faites ce que vous voulez. Avec un peuple qui est désorienté, qui ne se fait plus confiance, qui ne vérifie rien, et à qui on ment en permanence,
vous pouvez le manipuler comme bon vous semble. Et en plus, si on lui fait peur, Et avec la peur en plus, il est complètement à votre merci et je pense que les décideurs actuels l'ont bien compris. Mais la bonne nouvelle, c'est une autre citation de Margaret Mead, cette fois, anthropologue, qui disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. C'est d'ailleurs toujours comme cela que ça s'est passé. » et on peut retenir les résistants de la guerre 39-45, qui étaient vraiment une petite minorité. Et aujourd'hui, ce sont des héros. À l'époque, ils étaient considérés comme des terroristes. Méditez là-dessus. À bon entendeur. Sur ce, écoutez, je vous embrasse vraiment très très fort. N'oubliez pas que seul on va vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. Ouais. N'hésitez pas de faire un tour sur agoratv.ch, sur les autres chaînes, parce que d'autres chaînes on en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, on finira par 50 un jour. On pense bien continuer et perpétuer très très longtemps. Mais sachez que toutes ces chaînes, si elles existent, c'est parce que, comme on est censuré, on jongle de l'un à l'autre pour que vous puissiez être en contact avec nous. Et on veut continuer à vivre. N'est-ce pas, Chloé? Tout à fait. Donc, restez fidèles, restez à l'écoute, cherchez où est-ce que l'on se trouve. Si on n'est pas sur le 1 ou le 2 ou le 3, c'est que forcément on est sur le 4 ou le 5 ou le 6. Pourquoi? Parce que, voilà, on est censuré, tout simplement. Et puis, il y a aussi les autres canaux que vous pouvez nous trouver sur Odyssée, par exemple, Rumble, etc. Tous ceux que tu nous as cités, toi-même. Justement, oui, vous pouvez aussi me retrouver, on mettra les liens. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas de subvention, personne nous donne quoi que ce soit, on se débrouille par nous-mêmes. Et si vous pouvez faire un petit tour sur notre site et puis faire un petit don au niveau du Tipeee, par exemple, ça pourrait nous aider pour pouvoir faire des émissions de qualité et puis recevoir pas mal d'autres personnes. Et d'ailleurs, à nos contradicteurs, si vous voulez aussi avoir le droit à la parole, on est tout offert pour vous donner aussi la possibilité de venir répondre. Il n'y a aucun souci pour ça. Alors, je précise que moi, j'ai pas de Tipeee et j'ai pas de cagnotte. Mais nous, on est un média, on a besoin d'exister, on a du matériel, on a des frais au niveau électrique, etc. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un soutien de votre part, parce que vous le savez, comme je vous le dis souvent, Agora, c'est avant tout votre chaîne. Merci Rafi. Merci Chloé. Et à bientôt.